Chaque route raconte une histoire. Une histoire de vision, d'ingénierie, d'investissement et de sécurité. Concevoir, construire, exploiter, entretenir, moderniser. Les réseaux routiers comptent parmi les infrastructures les plus complexes à gérer, où chaque décision engage la sécurité, les finances publiques et l'avenir des territoires. Pour répondre à ces défis, El Hassan Ayad, ingénieur conseil indépendant depuis 1985 dans la gestion des infrastructures routières, propose la collection Gestion des réseaux routiers, un parcours complet couvrant tout le cycle de vie des infrastructures. 10 tomes structurent cette collection. Fondamentaux et gouvernance, planification et études de faisabilité, financement, conception géométrique et technique, dimensionnement des chaussées et des structures, assainissement et drainage, exploitation et sécurité routière, base de données et auscultation, maintenance et entretien, innovation et perspectives d'avenir. Chaque tome confronte les pratiques françaises aux standards internationaux. États-Unis, Finlande, Maroc, Afrique du Sud, Japon, Brésil. 7 pays pour un même défi. Bâtir des réseaux plus sûrs et plus durables. 5 hors-séries complètent la collection. Le référentiel des procédures de suivi et de contrôle des chantiers, le guide pratique de l'audit technique d'un projet routier, 8 méthodes pour analyser un problème, un guide dédié à la communication dans la gestion des réseaux routiers et contrats de performance et partenariats public-privé. Une collection destinée aux ingénieurs, administrations, collectivités territoriales, bureaux d'études, laboratoires, universités et à tous les professionnels des infrastructures routières. Plus de 14 ouvrages, des centaines de méthodes, des milliers d'heures d'expérience condensées pour concevoir, construire, exploiter, entretenir et moderniser les réseaux routiers de demain. Voici maintenant le tome qui vous intéresse. En France, entre la décision de principe et le premier coup de pioche, un projet routier traverse en moyenne 8 à 15 ans de procédure. Et pourtant, la moitié des grands projets d'infrastructure dans le monde voient leur trafic surestimé de 20 à 50% dès l'étude de faisabilité. Bienvenue dans le tome 2 de la collection Gestion des réseaux routiers, planification et études de faisabilité. Ce deuxième tome aborde la planification routière sous toutes ses dimensions, du diagnostic territorial initial jusqu'à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage. Il répond à une question simple en apparence, mais décisive. Comment transformer une vision stratégique du territoire en un projet routier défini, justifié et prêt à être lancé? La planification routière est un acte stratégique aux conséquences durables. Les décisions prises à ce stade conditionnent des décennies d'exploitation et d'entretien. Une prévision de trafic mal calibrée, une étude de faisabilité insuffisante ou une procédure réglementaire bâclée peuvent coûter infiniment plus cher que l'économie réalisée en réduisant les études en amont. Ce tome s'appuie sur 6 chapitres: diagnostic territorial, modélisation du trafic, schéma directeur, étude de faisabilité, procédure réglementaire et montage de la maîtrise d'ouvrage. Et sur des benchmarks internationaux couvrant 7 pays de référence: la France, les États-Unis, la Finlande, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Japon et le Brésil. Toute démarche de planification commence par un diagnostic approfondi du territoire. Ce n'est pas une formalité administrative, c'est le fondement sur lequel reposent toutes les décisions ultérieures. Un diagnostic mal ciblé conduit inévitablement à des projets inadaptés aux besoins réels. L'analyse socio-économique du territoire cherche d'abord à comprendre ses dynamiques, démographie, emploi, flux commerciaux. Elle permet d'identifier les moteurs de la demande de mobilité et d'anticiper les évolutions futures. Vient ensuite l'étude des flux de déplacement. Les enquêtes origine-destination cartographient les mouvements réels des personnes et des marchandises. En France, les enquêtes ménage-déplacement restent la référence, mais elles sont de plus en plus complétées, voire concurrencées, par les données GPS et GSM des opérateurs mobiles, qui offrent une couverture totale à un coût 10 fois inférieur. Le diagnostic doit ensuite identifier précisément les dysfonctionnements existants, la congestion, l'insécurité et les discontinuités du réseau. Enfin, la consultation des acteurs locaux n'est plus une option,
mais une nécessité réglementaire et stratégique. Aux États-Unis, tout projet financé par des fonds fédéraux doit être inscrit dans un programme d'amélioration piloté par une organisation de planification métropolitaine, avec une participation publique formelle imposée par la loi. Ce modèle, coûteux en temps, 18 à 24 mois, garantit en contrepartie l'acceptabilité sociale et réduit les contentieux. La Finlande va plus loin. Depuis 2021, son plan national de système de transport, valable 12 ans, est co-construit avec les régions et les citoyens qui peuvent déposer leurs propositions directement en ligne. C'est aujourd'hui la référence européenne en matière de gouvernance participative de la mobilité. La modélisation du trafic transforme les données du diagnostic en prévisions quantifiées, sur lesquelles s'appuient les décisions d'investissement. Un modèle bien calibré est une assurance contre les erreurs de dimensionnement. Un modèle mal construit est une source de gaspillage de ressources publiques. Le modèle à 4 étapes reste la référence mondiale de la planification stratégique. Développé aux États-Unis dans les années 1950, il structure la demande de transport en 4 processus successifs. La génération des déplacements, leur distribution entre zones, le choix du mode de transport, puis l'affectation sur le réseau. Mais la prévision de trafic sur 20, voire 50 ans, reste l'un des exercices les plus délicats de la planification. Le chercheur danois Ben Flifbjerg l'a démontré dans une étude devenue une référence mondiale. Les prévisions de trafic surestiment en moyenne la réalité de 20 à 50%. Le biais d'optimisme est le plus fréquent, mais l'ancrage sur d'anciennes prévisions, la confirmation qui ignore les données contradictoires, ou encore la surpondération d'événements récents comme le Covid jouent tous un rôle. La leçon est simple. Toute prévision sérieuse doit être accompagnée d'un scénario haut, d'un scénario central et surtout d'un scénario bas. Au Japon, le ministère du Territoire intègre depuis longtemps un facteur unique en son genre dans ses modèles nationaux, la décroissance démographique. Le Japon est ainsi le premier pays au monde à avoir intégré structurellement le recul du trafic dans sa planification à long terme. Le schéma directeur routier est le document stratégique qui formalise la vision à long terme du réseau. Il traduit les enjeux du diagnostic en programmes d'action hiérarchisés, chiffrés et planifiés sur 10 à 20 ans. La priorisation des projets en est l'étape la plus délicate. Face à des besoins qui dépassent toujours les ressources disponibles, le gestionnaire doit choisir avec une méthode rigoureuse et transparente qui résiste aux pressions politiques. L'analyse multicritère est la méthode de référence. Elle pondère la rentabilité socio-économique, la sécurité routière, l'accessibilité territoriale, l'impact environnemental et la faisabilité technique. Un seuil d'acceptabilité, souvent fixé à 3,5 sur 5, permet d'objectiver la décision. Aux États-Unis, la programmation s'organise sur 2 niveaux imbriqués. Le programme d'amélioration de chaque État, alimenté par ceux des organisations métropolitaines. La discipline budgétaire y est stricte. Aucun projet ne peut dépasser son enveloppe initiale de plus de 20% sans réévaluation complète. C'est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures pratiques mondiales de programmation transparente. Le Japon, de son côté, intègre systématiquement les risques naturels dans sa programmation. Après le séisme de Tohoku en 2011, un programme de résilience routière a investi l'équivalent de 10 milliards d'euros pour sécuriser les routes côtières face au séisme et au tsunami. L'étude de faisabilité est l'acte fondateur d'un projet routier. Elle démontre qu'il est techniquement réalisable, économiquement justifié, financièrement finançable et socialement acceptable. Toute étude sérieuse doit comparer plusieurs variantes. Au minimum, une variante d'entretien de l'existant, une variante d'aménagement sur place et une variante d'infrastructure neuve. En France, la doctrine recommande une approche en entonnoir, plusieurs variantes analysées au stade faisabilité, réduites à 2 ou 3 à l'esquisse, pour un choix définitif à l'avant-projet. Au cœur de cette évaluation, le calcul économique. La valeur actuelle nette et le ratio bénéfice-coût permettent de répondre à une question simple. La collectivité gagne-t-elle à réaliser ce projet ? En France, le gain de temps, la réduction des accidents et même le coût du carbone à 250 € la tonne entrent dans ce calcul,
et change radicalement l'évaluation des projets en zone urbaine. L'analyse des risques est tout aussi essentielle. Les projets routiers sont exposés à des risques techniques, financiers, réglementaires et politiques. Les dépassements de coûts sont quasi systématiques. Fliffbjerg les évalue à plus de 20% en moyenne, ce qui justifie de prévoir systématiquement une réserve de contingence. Un chapitre entier est désormais consacré aux risques climatiques. Inondations à horizon 100 ou 200 ans pour les axes stratégiques, canicules qui dégradent les enrobés au-delà de 50 degrés, érosion des talus. Ces hypothèses doivent être cartographiées dès la phase de faisabilité, un enjeu particulièrement sensible pour le bassin méditerranéen et le Maroc. Les procédures réglementaires constituent souvent le facteur limitant des projets routiers. En France, entre la décision de principe et le démarrage des travaux, elles prennent en moyenne 8 à 15 ans. L'étude d'impact environnemental et social en est la pièce maîtresse. Elle applique la séquence dite ERC, éviter, réduire, compenser, dans cet ordre de priorité absolue. L'évitement prime toujours sur la réduction, qui prime toujours sur la compensation. Tout projet nécessitant des expropriations doit ensuite faire l'objet d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, qui légitime le projet et ouvre le droit à l'expropriation. Le Maroc a franchi une étape importante dans ce domaine avec la loi de 2003 sur les études d'impact et les réformes constitutionnelles de 2011. L'audience publique est devenue obligatoire pour les projets soumis à études d'impact, et sur le programme national des routes rurales, des comités de suivi locaux, impliquant communes et populations, ont démontré des résultats probants sur l'acceptabilité sociale, une pratique aujourd'hui reconnue par la Banque africaine de développement. À l'inverse, la Finlande démontre qu'une procédure intégrée, menée en 8 à 12 mois grâce à une culture du consensus, peut concilier rigueur environnementale et rapidité, quand le processus américain, lui, s'étend parfois sur 4 à 7 ans. Le montage du projet et l'organisation de la maîtrise d'ouvrage déterminent largement la qualité de la réalisation finale. Un projet bien structuré dès l'origine, avec des rôles clairs et des jalons documentés, a bien plus de chances d'aboutir dans les délais et les coûts prévus. En France, la loi sur la maîtrise d'ouvrage public de 1985 définit le cadre des relations entre le maître d'ouvrage, qui finance et décide, et le maître d'œuvre, qui conçoit. Le choix du mode de réalisation est ensuite déterminant. Maîtrise d'ouvrage classique, conception-réalisation, marché global de performance ou partenariat public-privé, chacun avec ses avantages et ses risques propres. La Finlande a développé un modèle particulièrement innovant, le contrat d'alliance, où maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise sont co-responsables du résultat, avec un partage des gains et des risques. C'est aujourd'hui la référence nordique d'efficacité contractuelle. En Afrique du Sud, l'Agence nationale des routes a développé un système intégré de gestion de projet couvrant tout le cycle de vie, de la faisabilité à la maintenance. Sur ces projets de réhabilitation, ce système a permis de réduire les dépassements de délai de 35% et les dépassements de coûts de 28%, un modèle aujourd'hui salué par la Banque mondiale comme une référence africaine. La relecture technique de ce tome a fait émerger plusieurs pistes d'approfondissement pour les praticiens marocains. La première, aligner la nomenclature des phases d'études sur la terminologie officielle de la direction des routes, études de définition, avant-projet, projet d'exécution, plutôt que sur les appellations importées d'autres secteurs. La deuxième, systématiser le choix entre variantes sur un calcul en coût global intégrant l'entretien sur 20 ans et non sur le seul coût d'investissement initial. La troisième, enfin, adapter les modèles de résilience climatique, largement construits sur des références nord-américaines ou scandinaves de gel et dégel, aux réalités marocaines d'aridité et de crues éclairs. Ce deuxième tome a posé des fondations méthodologiques qui transforment une vision territoriale en projet défini. La logique et la transparence des choix ne sont pas des contraintes bureaucratiques, mais les meilleures garanties contre l'échec des projets. Le prochain tome de la collection abordera le financement des infrastructures, une étape naturelle après la planification. Une fois le projet défini et justifié,
Encore faut-il trouver les moyens de le réaliser. Ce tome fait partie du coffret complet Gestion des réseaux routiers, 10 volumes couvrant l'ensemble du cycle de vie des infrastructures routières, de la gouvernance à l'innovation numérique. Retrouvez tous les détails en description.